Bonjour, je rappelle ici le sens de ces vidéos qui se présentent comme des sortes de cours de formation. Je souhaite transmettre des outils et des repères qui seront utiles à toute personne pratiquant la relation d'aide. Ça se présente sous la forme de cartes, les cartes du thérapeute, appelées aussi cartes outils psy. Ce sont des cartes de repérage, comme lorsqu'on consulte une carte routière, mais aussi des cartes à jouer qui serviront de soutien mnémotechnique. On en trouvera une dans chaque PDF associé à chaque vidéo. Je distingue trois types de cartes. Les cartes vertes, qui sont les pratiques efficaces et indispensables. Les cartes oranges concernent des interventions qui sont parfois utiles et parfois non souhaitables. Les cartes rouges signalent les attitudes et les interventions à bannir. La carte d'aujourd'hui est une carte orange, dont le contenu porte sur la position haute, sous l'angle concret des interactions. Après la vidéo donnant des explications théoriques quant aux inconvénients de la position haute, voyons donc ce qu'il en est de façon plus concrète. Et pour exposer ces éléments, je choisis de me baser sur les thérapies brèves. Je dirai un mot sur la TBSI, thérapie brève self-inductive. Je vous mets un lien dans la vidéo. Cette TBSI présente la caractéristique d'amener des résultats très importants et même parfois spectaculaires, durables et dans un temps très bref de quelques séances. Tout ceci est donc possible et prouvé par l'expérience. Elle est dite self-inductive, voulant indiquer par là qu'elle induit chez le consultant, sans aucune suggestion, la découverte des capacités qui lui permettront de se fier à son propre self, sa boussole interne. C'est en ce sens qu'elle est self-inductive. Voyons ce qu'elle nous apprend sur le positionnement du thérapeute et aujourd'hui sur la question de la position haute. Quels sont les buts d'une thérapie efficace? Le but n'est pas de donner les solutions au patient. Le but est qu'il découvre la solution nouvelle dont il a besoin et donc qu'il puisse alors s'approprier celle-ci. En se l'appropriant, il débouchera sur une nouvelle capacité personnelle non explorée auparavant. Cette nouvelle capacité amènera par conséquent une autre façon de se voir lui-même et donc, si on veut, une évolution identitaire. Cette évolution identitaire, touchant le cœur même de la façon de se voir et de se comporter, entraînera par conséquent un maintien et une stabilité de la capacité nouvellement découverte. La thérapie, bien que brève, débouche ainsi sur un changement durable. On va pouvoir développer cette réflexion dans de nombreuses autres directions complémentaires. Ainsi, le but n'est pas de donner des interprétations ou des explications. Le but est que le patient puisse découvrir ces interprétations et explications et donc se les approprier. En se les appropriant, il débouchera sur une meilleure compréhension de lui-même et de sa façon d'être au monde. Le but n'est pas que le thérapeute devienne un pilier de soutien et de consolation. Le but est que le patient découvre comment il peut développer en lui-même une partie soutenante et consolante. Ainsi pourra-t-il, même en dehors de la présence du thérapeute, se soutenir et se consoler lorsque ce sera nécessaire. Il aura découvert et développé un bon parent interne. Le but n'est pas que le thérapeute dise ou signifie ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Le but est que le patient découvre l'accès à sa boussole interne qui lui indiquera les jugements qu'il s'agit de porter sur tel ou tel choix dans sa vie. Il y a encore quelques autres interventions dont nous verrons qu'elles freinent le changement en voulant trop l'amener. Mais observons tout d'abord dans les 4 points indiqués précédemment que la clé fondamentale se dit en un mot, appropriation. Le patient qui se sera approprié les nouvelles solutions, les nouvelles attitudes, les nouvelles capacités, les nouvelles façons de voir, gardera un résultat durable après ces séances de thérapie brève.
Or, on ne peut s'approprier quelque chose que s'il en a fait la démarche nécessaire pour cela. Pensons à l'adage indiquant que la liberté doit se conquérir et non simplement être reçue de quelqu'un. En tout cas, dans le domaine qui nous occupe, l'appropriation par le client suppose en contrepoint une attitude spécifique de l'accompagnant qui permettra ce chemin vers soi. Et cette attitude va être résumée en une phrase choc, dont je crains qu'elle vous heurte ou qu'elle suscite vos réticences. La voici. Tout ce que je donne à l'autre, je l'empêche de le trouver. Si vous lui donnez la solution qui paraît être la meilleure, alors, quand il s'approchera de celle-ci, et de ce que cela suppose comme comportement nouveau, il ne pourra pas savoir s'il choisit ça parce que vous lui avez indiqué, ou parce que lui-même pense que c'est effectivement ce qu'il faut. Si vous lui donnez une brillante explication, alors, lorsqu'il y pensera seul avec lui-même, il ne pourra pas savoir si cette idée lui vient parce que vous lui avez donné, ou bien parce qu'elle aurait pu en effet être trouvée en lui-même. Si vous avez une attitude très consolatrice et activement soutenante, alors il risque bien de ne pas découvrir qu'il aurait pu trouver ses forces de soutien en lui-même, etc., etc. Il y a donc une énorme différence entre donner des conseils, des interprétations, du soutien, des jugements, des ordres, ou bien favoriser le fait que la personne trouve tout cela par elle-même, avec votre aide. D'autant plus que tout ce que vous donnez risque fort d'être issu d'une position interne parentale qui suscitera des résistances infantiles. L'enfant soumis sera passif, même s'il acquiesce. L'enfant rebelle s'efforcera de saboter ou de résister. Donner paraît plus rapide. Exemple, donner la solution, c'est plus rapide que la faire chercher. Ok. Mais pourtant, avec les résistances que donner suscite, la rapidité sera nettement moindre que prévu. Hâte-toi lentement, se révèle un proverbe plein de sens. Dans les buts exposés tout à l'heure, on observe qu'il y a d'un côté ce qui n'est pas souhaitable et d'un autre côté ce qui est souhaité. C'est-à-dire d'un côté ce qui n'est pas la voie vers l'appropriation et d'un autre côté ce qui, tout au contraire, doit être recherché. Il y a donc deux directions de travail, ne pas faire et faire. Et ceci sera traité dans deux cartes différentes. Celle d'aujourd'hui est axée sur ce qu'il faut éviter et une prochaine sera axée sur les façons de faire. Une source de confusion vient du point suivant. Ne pas être en position haute ou directive ne signifie pas ne pas être en position active. Donc, comment être actif sans être perçu comme directif? En effet, nous avons vu dans la carte de reformulation que le thérapeute en thérapie brève doit être très présent, attentif, actif. Une des façons de résoudre ce dilemme se situe dans le positionnement intérieur du thérapeute. Il ne s'agit pas d'appliquer des trucs de communication, car le positionnement intérieur du thérapeute transpire malgré lui, en particulier à travers tout son non-verbal. Ton de voix, position du corps, style de contact visuel, etc. Si l'accompagnant applique des trucs de communication, tout en n'en pensant pas moins, les réactions de l'interlocuteur seront inattendues, car ces réactions sont liées plus à la personne et à son positionnement intérieur qu'à sa communication apparente. Bon, c'est bien connu, tout ça, et je le développerai pas plus ici. Toutefois, on a beau le savoir, il est parfois un peu difficile de s'en rappeler. C'est pourquoi je vous transmets ici un moyen mnémotechnique avec la phrase suivante. La réaction de l'autre m'informe sur la teneur du message que j'ai envoyé. Exemple. Je dis quelque chose qui me semble à moi en tout cas, calme, objectif, bienveillant, et l'autre me répond avec colère.
Eh bien, il est possible que j'aie à percevoir l'agressivité qui était la mienne dans cette communication. Même si cette règle n'est pas universelle car l'autre possède son propre filtre, elle est souvent très utile. Donc, comment ne pas se placer en position haute? Une façon de comprendre et de percevoir l'enjeu, c'est de s'entraîner à repérer tout ce qui est plus ou moins parental. Le parent en AT, analyse transactionnelle, l'état du moi parent, fortement stimulé par la structure même de la situation de consultation, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, amène des attitudes et des interventions en position haute. En effet, le parent critique ou félicite, porte des jugements, c'est bien, c'est mal, dit ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, il faudrait, tu devrais, se base sur des repères idéologiques, il a et il propose son interprétation du monde, se doit d'intervenir, soit pour aider, consoler, soutenir, soit pour donner un coup de pied au cul. Donc, pour intervenir, eh bien, il a besoin de savoir tous les tenants et les aboutissants, ce qui le conduit à questionner d'une façon soutenue et volontiers intrusive. Toutes ces tentations guettent le thérapeute s'il n'a pas saisi l'intérêt de renoncer à être parental, et ce sont toutes ces attitudes qu'il s'agit d'éviter. Rappelons ici qu'il est question d'un positionnement parental interne. Pour éviter d'y souscrire, je trouve intéressant de s'appuyer sur deux idées fortes. Respecter le symptôme. Il n'est pas là pour rien, c'est le messager d'une partie de la personne qui consulte, partie qui possède sa validité et ses richesses, mais qui pour le moment est interdite d'expression. Savoir que toute personne est riche de capacités et de possibilités, et qu'il s'agit donc avant tout de l'aider à découvrir celles-ci. Ces deux points, et d'autres que nous verrons dans d'autres cartes, évitent la plupart du temps des tentations de position haute lorsqu'ils ont été bien compris et intégrés. Pour illustrer ça, voyons un cas clinique. Léa, 28 ans, consulte pour des difficultés dans la relation avec son conjoint. Elle est mariée avec lui depuis 2 ans, ils n'ont pas d'enfants. Les tensions sont importantes dans le couple et se manifestent par des conflits fréquents, un refroidissement sexuel, des angoisses, etc. Il apparaît que le couple vit dans une aile de la maison de la grand-mère maternelle de Léa et que cette grand-mère l'a élevée depuis sa toute petite enfance, l'enlevant au milieu familial d'origine. Or, cette grand-mère rentre régulièrement et sans frapper dans la partie où habite le jeune couple. Elle met de la nourriture dans le frigo, elle apporte des vêtements ou autres. La porte séparant les deux parties de la maison, partie de la grand-mère et partie du couple, ne dispose pas de clé permettant de la fermer. Il arrive qu'un problème apparent soit résolu par la solution donnée à un autre problème qui semble secondaire. C'est le cas lorsqu'il s'agit de frontières mal assurées, trop poreuses ou trop imperméables. Généralement, elles se répondent terme à terme. À une frontière trop poreuse d'un côté, ici la frontière vis-à-vis de la grand-mère, répond une frontière trop imperméable de l'autre côté. Ici la frontière entre les deux membres du couple qui devient trop imperméable, amenant distanciation et refroidissement. Donc voici les tentations qui s'offrent au thérapeute. Donner la solution. Plusieurs solutions viennent immédiatement à l'esprit. On pourrait suggérer à Léa d'installer un verrou sur leur porte, de prendre un temps pour expliquer ce qu'il en est à la grand-mère, de demander à son mari d'intervenir comme tiers séparateur, d'autant plus que lui-même en a marre de cette situation, déménager tous les deux dans un appartement à eux. Toutes ces idées sont intéressantes et probablement pertinentes, mais elles présentent deux inconvénients. Elles sont issues du thérapeute et peuvent ne pas correspondre à ce qui est souhaitable ou faisable pour Léa. Et surtout,
Elles n'ont pas encore été trouvées par Léa elle-même, qui pourrait alors réellement les appliquer après se les être appropriées. Or, si le thérapeute ou le coach ou l'accompagnant en position haute cherche à lui vendre une de ces solutions, il constatera des réactions de frein. Je ne peux pas lui faire ça. Elle est si bonne. Ça la tuerait. Ou bien, elle se mettrait terriblement en colère. Je suis tellement importante pour elle. Le ou la thérapeute mal positionné s'énervera intérieurement. Il aura peut-être même des étiquettes psychopathologiques qui lui viendront à l'esprit. Accrochage à la passivité, fixation infantile, déficit d'affirmation, etc., etc. Il essayera de faire comprendre que c'est la solution. Ou bien il tentera de pousser à l'action. Et l'action ne sera pas faite. Résistance, 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 se dit alors le thérapeute. Ou bien elle sera mal faite, amenant des drames. Léa mal positionnée induira des réactions très émotionnelles chez la grand-mère. Deuxième tentation, donner des interprétations. Face à cela, face à la supposée résistance, le thérapeute en question peut opter pour une autre intervention en position haute. Il va y aller de son interprétation. Il montrera à Léa, par exemple, que elle reste une enfant craintive, comme quand elle avait 5 ou 10 ans. Elle veut montrer à sa grand-mère que celle-ci a bien fait de l'élever. Elle veut secrètement être protégée du lien intime avec son mari en privilégiant le lien avec la grand-mère, etc., etc. Là encore, le thérapeute cherche à donner du sens à partir de ce que lui-même pense avoir trouvé, et non à permettre à la patiente de découvrir ce qui se trame en elle. Une des tentations des thérapeutes peu expérimentés, c'est de donner ce qu'on appelle des interprétations sauvages. Celles-ci sont peut-être justes, mais elles n'ont pas été approchées lentement par le passage de l'inconscient au préconscient, puis au conscient, et soit elles font effraction, soit plus généralement elles suscitent des résistances farouches. La patiente se dit « Quel barjot ce psy avec ses idées farfelues ». Troisième tentation, faire du soutien, des investigations, poser des jugements. Le thérapeute, découragé devant ces supposées résistances, Milton Erickson dirait très clairement que celles-ci ont été induites par le thérapeute, peut se résoudre, s'il ne consulte pas son superviseur, à d'autres types d'interventions. Passer les séances en soutien de la personne en difficulté, lui donner essentiellement sa compréhension maternelle ou paternelle bienveillante. Se mettre à poser des questions investigatrices, afin de comprendre enfin. Poser des jugements au détour de la conversation, indiquant ce qui est bien ou mal, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Dans le cadre de cette vidéo déjà un peu longue, je ne détaillerai pas toutes ces interactions, mais je pense que vous en comprenez la teneur. Bien sûr, la question est comment faire? En fait, il s'agit d'adopter des formulations spécifiques qui éviteront systématiquement de mettre en avant le thérapeute et ses idées. Nous verrons cela au fur et à mesure des cartes. Mais comme il s'agit ici d'une carte orange et non d'une carte rouge, il faut admettre que dans certains cas, la position haute parentale est indiquée et nécessaire. Dans quel cas? Toutes les situations indiquant que le consultant est vraiment trop débordé par ce qui se passe et que son propre contenant psychique est troué par la violence de l'angoisse ou des fantasmes qui l'agitent. Dans ces deux cas, angoisse insupportable, fantasmes et pulsions trop difficiles à contenir, il y a risque de somatisation ou de passage à l'acte. Et c'est souvent en pas de porte que cela apparaîtra, au moment où le consultant sera sur le point de partir. Exemple de pas de porte. Dites-moi si je suis en train de devenir fou, dit le patient très inquiet, la main sur la poignée de la porte. Bien sûr, on aura travaillé durant la séance à dégager deux parties, l'une qui se sent devenir folle, l'autre qui essaye de la rassurer et de la contenir, mais qui est encore visiblement trop faible. On pourra éventuellement, dans ce cas,
et d'une façon non systématique dire quelque chose comme « Vous craignez de devenir fou, mais c'est pas ce qui se passe. Il s'agit seulement d'apprendre à gérer cette peur et ces fantasmes. Dites-moi si je dois quitter mon mari. C'est une question importante qui vous tracasse et dont nous allons parler de nouveau. Pour le moment, ne faites rien et attendez qu'on en ait parlé. Je ne vais jamais pouvoir tenir jusqu'à la prochaine séance, je suis trop angoissé. Vous craignez de ne pas pouvoir contenir cette angoisse? Je vous suggère d'écrire toutes vos pensées affolantes et qu'on en reparle encore ensemble à la prochaine séance. Comme on peut le constater, le thérapeute n'a pas le temps de prolonger la séance, mais il est sensible à l'affolement ou bien au risque de passage à l'acte. Il adopte alors une attitude parentale bienveillante, solide, tranquille, en phrases courtes et sans développer. Mais son but reste que dans les prochaines séances, le patient puisse trouver en lui-même l'appui sur son propre parent interne. Exemple de demande initiale. Docteur, j'attends des conseils et des suggestions de votre part. Dans cette situation relativement courante, on évitera bien entendu de souscrire à cette demande, mais on proposera quand même activement quelque chose. Oui, ça se comprend, on a tous ce désir que quelqu'un nous dise précisément ce qu'il faut faire. Mais en thérapie telle que je la propose, il est tellement plus puissant et efficace de trouver ensemble les solutions utiles. Exemple concernant le cadre. On peut se dire que le thérapeute est automatiquement en position haute dès lors qu'il pose les règles du cadre. Durée de la séance, rythme des séances, lieu où elle se déroule, etc. Autant de choix imposés. Une façon d'éviter les risques de résistance que susciterait le sentiment d'être soumis au bon vouloir du thérapeute, c'est de préciser très clairement qu'il s'agit de règles du jeu. Règles auxquelles sont soumis les deux interlocuteurs. Ainsi, lorsqu'on veut faire une partie de tennis de table, les deux joueurs sont soumis aux règles du jeu, même si l'un des deux a beaucoup plus de pratique que l'autre. Le thérapeute doit donc faire comprendre que ces règles du jeu, proposées pour le bon déroulement de la thérapie, lui sont imposées, à lui aussi, par l'école de pensée et de pratique à laquelle il est affilié. Ainsi, ne pourra-t-il pas faire changer la donne suivant son bon plaisir. Les deux sont embarqués dans une recherche balisée et ancrée. La suite et les autres aspects se trouvera dans les autres cartes du thérapeute. Et pour terminer, je rappellerai donc la phrase à mémoriser, déjà évoquée tout à l'heure. Tout ce que je donne à l'autre, je l'empêche de le trouver. Voilà. Vous pouvez bien entendu me demander à recevoir le PDF de cette vidéo en écrivant à l'adresse mail ci-dessus. Et je vous dis donc au revoir.